Bonjour à tous et à toutes en cette dernière présentation de la journée. Bonjour. Donc, je me présente, Véronique Pelletier, directrice du service éducatif pour la QCPE, l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Moi, je suis Annie-Claude Fournier, conseillère pédagogique à la QCPE également. Donc, aujourd'hui, peut-être à la différence des présentations, on vient vous présenter une problématique. En fait, une problématique qui est issue là, de quand même quelques années d'accompagnement qu'on a avec des centres de la petite enfance. Pour votre information, l'Association québécoise des centres de la petite enfance, on représente la très, très grande majorité des CPE, des bureaux coordonnateurs. Donc, on fait la promotion de services de garde de qualité, puis on les représente politiquement au niveau, dans le fond, des règlements, de la loi, des mesures, du financement, et on leur offre tout plein de services juridiques, ressources humaines, SST, etc., etc. Infrastructure pour ceux qui construisent des CPE. Donc, c'est des services pédagogiques, de soutien pédagogique autour de la qualité éducative. Donc, aujourd'hui, on est venu vous parler du processus d'intervention éducatif. En fait, notre présentation qui s'appelle Revisiter le processus d'intervention éducatif. Comme vous allez pouvoir le voir, ça fait quand même écho à ce qui s'est dit pendant la journée. Donc, c'est parti, Annie-Claude. Oui, en fait, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on faisait des liens puis qu'on s'est parlé durant la journée. Je pense qu'on sera peut-être pas si déboussolés. En fait, c'est pas dans la présentation, mais il y a plusieurs d'entre vous qui avaient présenté des modèles. On va en arriver, mais qui ont présenté des modèles un petit peu différents de ce que vous avez été nombreuses. Alexandra, tu l'as fait. On a vu des flèches dans différents sens et tout ça. Fait que c'est dans cette optique-là, aujourd'hui, là, qu'on vient vous présenter. Donc, c'est pour ça qu'on vient vous présenter rapidement une problématique, puis qu'on n'est pas dans un devis de recherche normal. En fait, ça se pourrait là qu'il y ait des libertés artistiques un petit peu. On se le permet. On n'est pas dans un devis de recherche normal. Donc, en fait, on va aller vous parler un petit peu de l'ampleur que ça a au niveau réglementaire, normatif, législatif. Ensuite, des impacts qu'on peut retrouver au niveau des programmes de formation initiale. De la mise en œuvre réelle qu'il y a dans les services de garde éducatifs. On est l'Association québécoise des centres de la petite enfance, mais je veux dire, les règlements et tout ça, ça s'applique aussi au niveau, par exemple, des garderies privées. Donc, c'est à l'échelle des services de garde reconnus au Québec, là, on va retrouver ces implications-là. Puis ensuite, on est allé se questionner sur les sources scientifiques qui vont, dans le fond, d'où est-ce que ça vient, parce qu'on s'est posé des questions. Fait qu'on a fait des petites recherches documentaires à ce niveau-là. Donc, lançons-nous dans la pertinence sociale. Donc, en fait, ça on va commencer par ça. C'est pour dire que le processus de l'intervention éducative, c'est pas juste un concept théorique, mais c'est un concept qu'on retrouve dans la loi et le règlement. Il vient être appuyé. On est venu lui donner une importance qui est assez grande, parce que dans l'article 5 de la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, on dit que le gouvernement peut déterminer ce que doit comprendre un programme éducatif. Il peut de la même façon prescrire un programme unique applicable. On n'est pas là. Donc, c'est pas la situation actuelle au Québec, quoique les pouvoirs sont dans les mains du ministre. Et ou, dans le fond, il peut prescrire les éléments qu'il détermine importants. Et dans ces éléments-là, on sait qu'il y a une loi qui est passée en commission parlementaire et tout. Puis une loi, ça vient s'inscrire dans des règlements. Puis on a le règlement de l'article 6.12, l'article 6.12, qui vient parler spécifiquement, qui ne parle que du processus de l'intervention éducative. On va parler que le prestataire s'assure d'appliquer les 4 étapes suivantes du processus. Et là, elles sont nommées dans cet ordre-là. Et puis, ça a des implications aussi, par exemple, si on pense au RSGE, les responsables de garde en milieu familial. En fait, tout prestataire de garde, mais les responsables également, doivent produire leur propre programme éducatif. C'est dans la loi. Et pour vérifier qu'un programme éducatif est conforme, on va notamment se référer à l'article 6.12. Donc, par exemple, une RSGE ou un CPE doit faire la démonstration dans son programme éducatif qu'il applique le processus, qui met des moyens pour appliquer le processus de l'intervention éducative tel que décrit à l'article 6.12.
Que tu veux rajouter quelque chose? En fait, ça a vraiment beaucoup d'impact, cette mesure-là, parce que dans les programmes éducatifs que les CPE et les milieux familiaux et tout autre service de garde qui vont être faits vont venir décrire comment, concrètement, elles appliquent ce processus-là. Donc, ils doivent le décrire. Donc, c'est quand même pour un concept théorique qui est un processus cognitif, un processus réflexif. On y a donné énormément d'importance. Il y a très peu d'exemples de processus cognitifs qu'on retrouve dans la loi et dans les règlements. Pour notre réseau à nous, c'est vraiment inscrit noir sur blanc. Oui, en fait, mais quand on parle de cadre réglementaire normatif, l'évaluation de la qualité, ça n'a pas force réglementaire. En fait, on doit, par force réglementaire, les milieux de garde se soumettent à un processus d'évaluation de la qualité, mais ce qui est écrit là-dedans, demain matin, on va pas les obliger à écrire ce qu'il y a dans le rapport d'évaluation de la qualité. Par ailleurs, c'est que ces rapports-là qui sont produits, que les CPE, les milieux de garde, en fond, reçoivent, ça vient induire une norme, c'est-à-dire, on vient nous dire, voici la bonne chose à faire. Et dans l'évaluation de la qualité, il y a une dimension relative. Et là, ça s'appelle pas le processus de l'intervention éducative, c'est la dimension sur l'observation et la planification. Donc, il y a vraiment une norme de qualité qui est induite à cet endroit-là, puis qui fait des liens explicites. Dans les rapports d'évaluation de la qualité, on va aller référer, on va souvent aller dire, allez lire ce qui est dans Accueillir la petite enfance par rapport au processus de l'intervention éducative. On va aller valoriser la présence de traces écrites. Dans le fond, si les éducatrices ont gardé des traces écrites, autant de leurs observations que de leur planification, ça promouvoit aussi l'utilisation d'outils de collecte et de moyens, de stratégies d'observation variées. Puis c'est aussi quelque chose quand même, on va aller voir si dans le processus, on met de l'avant la flexibilité et on va aller aussi reconnaître là, quand on est capable de faire des liens explicites avec une approche éducative reconnue. Donc, ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que le processus de l'intervention éducative tel que reconnu, là, les 4 étapes qu'on se présente depuis tantôt, mais il est en filigrane dans le fond, de cette norme qui est induite avec l'évaluation de la qualité. Donc, on vient aussi donner de l'importance. Oui. Et tout ça, bien entendu, c'est une obligation, l'évaluation de la qualité. Puis quand on regarde les résultats qui sont sortis, disons qu'après la cotation sur le soutien à l'apprentissage, c'est la deuxième plus faible cotation là, qu'on reçoit là, dans notre réseau. Vous aviez hâte que je vous en parle, mais parlons du dossier éducatif. Une autre norme réglementaire, c'est la venue en 2019 du dossier éducatif pour les moldus, ceux qui ne connaissent pas le dossier éducatif. Le dossier éducatif, en fait, c'est une obligation par les services de garde de faire des portraits périodiques. Donc, 2 fois par année, de prendre des observations sur comment les enfants font les choses à travers les 4 domaines de développement. Et donc, on cumule ces portraits-là et on met ça dans un dossier, littéralement. Ça va tout à la même place. Et ça a 3 objectifs. Le premier, c'est de communiquer avec le parent sur le développement de leur enfant. Donc, on fait état de comment l'enfant fait les choses. On soutient la détection hâtive, donc ça nous permet de faire un suivi développemental de l'enfant d'une année à l'autre et en cohérence avec Agirto. Après ça, sur le terrain, c'est assez variable comment ça se passe parce que Agirto ne demande pas le dossier éducatif. Nous, on l'a. Mais Agirto ne le demande pas, nous demande de remplir d'autres documents qui sont leurs propres documents. Ça change d'une région à l'autre, bien entendu, mais de façon générale, ça peut servir, ce n'est pas la seule chose que les services de garde font, mais ça peut servir à notre mission de contribuer à la détection hâtive. Ça devrait aussi faciliter la transition scolaire, c'est-à-dire ça donne une bonne idée de comment ça se passe au service de garde, ce que l'enfant fait. Et donc, ça sert d'outil de transition. Encore là, ça va dépendre des écoles, ça dépend de la volonté des parents parce que c'est un document qui leur appartient. Pourquoi je parle du dossier éducatif, c'est qu'il y a énormément de confusion entre le dossier éducatif et le processus d'intervention éducative. Dans le règlement, c'est vraiment bien écrit que le portrait éducatif de l'enfant doit décrire, fait qu'on parle d'observation, on décrit l'état de développement de l'enfant dans chacun des domaines prévus
dans l'article 6.1. 6.10. 6.10, ben, ouais, c'est vrai, 6.10, t'as raison. 6.10, donc, domaine cognitif langagier, donc les 4 domaines avec lesquels on travaille, afin que l'on puisse suivre son évolution. Là-dedans, c'est de l'observation. On n'est qu'à l'étape de l'observation, on n'est pas à l'étape de l'analyse, de l'action éducative, on est vraiment qu'à l'étape de l'observation. Par contre, dans les faits, les différents modèles de portraits périodiques sont sortis par plusieurs organisations. La nôtre inclus, celle du ministère de la Famille et celle de bien d'autres organisations, dépassent largement le mandat d'observation du dossier éducatif. Donc, on va dire le prochain pas, le prochain défi. Donc, ça, c'est tellement présent et utilisé dans les services de garde que ce volet-là, qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas dans le règlement, devient la norme sociale. Et donc, maintenant, la norme sociale dépasse le réglementaire. Et donc, ce qui arrive, c'est que les personnels éducateurs vont démontrer dans leur portrait périodique leur processus d'intervention éducative qu'ils font régulièrement toutes les semaines, mais là, ils vont comme faire un moment particulier là, du portrait périodique. Et c'est ce qui a amené notamment à déformer ce qu'on entend par le processus d'intervention éducative. Quand on parle de processus d'intervention éducative, maintenant, on parle d'observer l'enfant dans ses 4 domaines de développement et cibler la prochaine étape de son développement. C'est la majorité des CPE, ce n'est vraiment pas tout 100% des CPE, mais la place des domaines de développement est extrêmement présente quand on parle du processus d'intervention éducative. Quelque chose à rajouter là-dessus? Ben, c'est que ça amène aussi, en fait, là, quand cette confusion-là se poursuit également, parce qu'il y a aussi que le personnel éducateur, souvent, veut valoriser ce qu'il fait. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aussi aller annoncer les actions éducatives qu'elles mettent en place pour soutenir à divers niveaux le développement des enfants dans chacun des domaines. Donc, on n'est pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. On est en train de dire que la norme qui vient dans les milieux, elle vient vraiment supplanter qu'est-ce que le règlement nous dit. Là, on est en train de faire beaucoup d'écrits, de mettre beaucoup de choses à l'écrit pour quelque chose qui surpasse en fait ce qui est écrit dans la réglementation. Puis en fait, la réglementation nous demande en fait de dire, on prend un moment d'observation, de description. Le mot c'est de la description sommaire. Ça c'est une autre chose sur laquelle on doit appuyer. Une description sommaire de l'état du développement des enfants. Donc on est en train d'établir une norme. Beaucoup de gens font plus que ce qui est demandé en s'engageant dans le fond, dans un processus écrit pour mettre à l'écrit des choses qui ont rapport avec le processus de l'intervention éducative. C'est surtout que le processus d'intervention éducative était dans notre programme éducatif bien avant l'arrivée du dossier éducatif. Mais ça, c'est arrivé, puis pour une question peut-être pédagogique, de venir aider les éducatrices à faire des liens avec ce qu'elles font déjà, c'est-à-dire des observations, on est venu attacher le processus au portrait périodique. Puis peut-être que l'erreur était là. J'ai moi-même donné ces formations-là. Peut-être que l'erreur était là, mais quand on se rend compte après quelques années que là, les gens sont tout mélangés, puis ont de la difficulté à séparer les deux choses, ben on peut se dire, ben c'est dans notre programme éducatif, c'est dans la loi. Pourquoi on arrive à une situation où c'est aussi confus quand ça devrait pas l'être? Voilà. Oui, ensuite, sur les impacts sur les programmes de formation initiale, en fait, c'est qu'il y a une refonte des programmes de formation initiale en technique d'éducation à l'enfance. Puis là, on est allé voir, en fait, les compétences. Faut savoir, là, il y a beaucoup de trucs comme quoi on dit qu'elles interagissent ensemble, sont interreliées, mais on est quand même allé regarder au niveau des compétences 3 et 4, là, pour être un petit peu plus précis, pour ce qui est de savoir observer et savoir planifier et organiser. Et puis là, on voit vraiment, il y a une tangente, en fait, qui se dessine. On arrive dans un processus extrêmement clinique dans ce qui est écrit dans les programmes de formation initiale. Ça vient du référentiel de compétences là, de formation initiale. On dit que les observations sont le plus souvent planifiées et réalisées dans le service de garde. Il arrive cependant, des fois, c'est l'exception qu'on va aller dire, qu'elles se fassent de façon spontanée. Donc, ça amène vraiment une observation d'un point de vue clinique, c'est-à-dire un processus extrêmement intellectuel. On va toujours aller de manière intentionnelle, regarder, je veux observer ça, je vais observer ça, je le prends en note, au lieu d'être dans un processus plus itératif et émergent de ce que les enfants peuvent nous présenter, puis dans une posture d'observation dans le quotidien. On parle aussi énormément de l'enfant au singulier. Les enfants
le groupe d'enfants, puis l'interaction des enfants, des sous-groupes, des sous-dynamiques d'enfants est complètement évacuée du référentiel de compétences dans la catégorie savoir observer, savoir planifier également. Puis on place en fait l'idée d'observer comme ayant comme visée la rédaction des portraits éducatifs. Puis pas comme outil réflexif pour se questionner qu'est-ce qui se passe dans mon local, pourquoi les enfants se désorganisent ici. Ces trois enfants-là, quand ils sont ensemble, me semble, ça brasse pas mal. Donc, on est vraiment dans une vision très clinique, individuelle de l'enfant, puis ça transparaît à la lecture vraiment du référentiel de compétences. On est vraiment comme on traite 8 petits individus pour aller les situer, puis ensuite voir qu'est-ce qu'on fait au lieu d'être dans plus un processus itératif émergent. Je rajouterais. Vas-y. Anne-Claude. Je rajoute toujours des choses. Toute la question de l'observation, tu sais, de parler de confusion avec le dossier éducatif, on le voit ici. Est-ce que tes observations quotidiennes peuvent te servir pour rédiger tes portraits périodiques? Bien entendu. Est-ce que les photos, les images que tu prends peuvent te servir à... Oui, bien entendu. Donc, il y a des concepts, il y a des mots, il y a même des outils. C'est pas deux affaires qui se parlent pas, là. Les portraits périodiques et le processus d'intervention éducative. Au contraire, ça se parle, mais il faut être capable de les différencier quand même. Je voulais ajouter aussi un petit peu, là, on parle que l'observation, il est écrit mot pour mot, va permettre une offre de service de qualité. Donc, on est vraiment dans un langage de consommation d'une offre de service plutôt que dans l'établissement d'une relation réciproque, chaleureuse entre des individus. Puis, aussi, c'est dans le programme de formation, dans le référentiel de compétences, il y a une place prépondérante de l'écrit dans l'acte d'observation. Il y a l'utilisation d'éthique qui vient prendre aussi une grande place, c'est-à-dire que les observations sont vues comme un geste d'écriture. Vraiment, ça prend vraiment une place importante, tandis que les observations qui nous viennent au quotidien, puis avec lesquelles on travaille, on réfléchit, on s'ajuste, prennent très peu de place dans ce référentiel de compétences-là. Oui. Ensuite, on est dans la mise en œuvre. Comment ça se passe sur le terrain? Il y a une très grande variété d'outils qu'on peut appeler des outils de planification qui servent à venir actualiser, activer ce processus-là, d'avoir des observations, de les analyser, de planifier et de rétroagir. Pour avoir fait des accompagnements depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on en trouve une panoplie. Donc, on en a axé sur les zones proximales de développement, sur les intérêts des enfants. On parle de documentation pédagogique, on en a parlé tout à l'heure, des activités qui vont stimuler les domaines de développement, qui vont venir corriger des défis, qu'on va travailler toujours sur la prochaine étape de l'enfant. Donc, oui, je vais me dépêcher. Et donc, il y a une très grande variété. Fait qu'on se retrouve avec plein de modèles d'outils de planification, puis dans le fond, on ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Pourtant, on se rappelle, c'est dans la loi, c'est dans les règlements, c'est dans le programme éducatif. Petite mise en situation, je vais la passer parce qu'on en a parlé aussi, mais on parlait beaucoup de la temporalité dans ce processus-là, des étapes qui se suivent, parce que dans Accueillir la petite enfance, il n'y a pas les flèches comme ça, c'est des flèches comme ça. Quand est-ce qu'on fait ce processus-là, mais aussi dans quel ordre tout ça se passe. Quand on arrive dans l'application du terrain, c'est assez confus pour le personnel éducateur. On observe dans l'action éducative, on met en place quelque chose, mais on est quand même dans l'action, mais en même temps, on rétroagit en même temps. Fait que bref, tout ça, c'est assez complexe. C'est ça. Fait que là, en gros, on s'est demandé, mais d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça sort, cette affaire-là, avec, c'est qui, tu sais, on s'est vraiment dit, là, on est retourné à la base. C'est qui a fait ça? Ben là, on s'est dit, ben, ça apparaît dans Accueillir la petite enfance 2019. Ensuite, dans qu'est-ce qu'il cite? On a vraiment fait comme le chemin des citations. Qu'est-ce qu'il cite? Ben, Accueillir la petite enfance 2019 se base sur Brio 3 de la QCPE, commandé. On n'était pas là dans ce temps-là, mais c'est nous. Brio 3 de la QCPE, qui était un programme là d'amélioration des pratiques éducatives. Puis pour créer Brio 3 à QCPE, avait été commandé une recension des écrits à ce moment-là de Bouchard et Duval en 2013. Qui, entre autres, en fait, là, il y a quand même beaucoup de stock dans cette... Mais en fait, ce qu'on retrouvait, entre autres, il y a entre autres une phrase qui dit « On n'est pas obligé de suivre toutes ces étapes-là, une à la suite de l'autre. » Semble-t-il que le mot a été perdu en cours de route par rapport au modèle. On parle des étapes, elles sont décrites, puis elles sont décrites avec beaucoup
des perspectives différentes, c'est une recension des écrits, mais ça nous a vraiment accroché. Il est écrit que tous les éléments du processus sont liés les uns les autres, mais il s'avère difficile de définir un ordre réel à chacun des éléments qui le composent. Mais c'est que malgré tout, c'est avec ça qu'on se retrouve dans la loi et les règlements. Puis pour faire suite, ça fait référence beaucoup à Accueillir la petite enfance qui se base sur Royer, c'est un chapitre sur les troubles du comportement notamment, l'observation en service de garde qui est vraiment plus du niveau de la psychoéducation. Donc quand on fouille, on se rend compte que c'est une drôle de variété qu'on retrouve par rapport à ça. Nous, c'est sûr qu'on en a parlé aujourd'hui, peut-être qu'on pourra en parler, mais tout ça, c'est supposé être clair, puis finalement, on se rend compte que ça l'est pas tant. Puis ça vient mettre en perspective quelle est la vision de l'enfant qu'on a. Est-ce que c'est un enfant qui est fort et compétent, etc. Puis quelle est la vision du rôle de l'adulte, parce qu'on en a parlé dans toutes les présentations. Pour ça, je veux dire, on est à la bonne journée. Donc, c'est quoi notre rôle comme vision des adultes? Donc, nous, ce qu'on veut faire dans la prochaine année, on va mettre un chantier de travail pour répondre à cette question-là. Comment représenter un modèle du processus d'intervention éducative pertinent pour le travail des personnes éducatrices auprès des enfants en service de garde? Puis c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire avec nos membres, c'est-à-dire les CPE, les milieux familiaux, les éducatrices. Fait on est en train d'organiser notre patente et c'est sûr en collaboration avec le monde de la recherche, bien entendu, parce que c'est un concept assez important là, qu'on a en petite enfance. Mais on veut essayer de travailler avec nos membres pour venir les aider à clarifier tout ce volet-là, qui a un impact, comme on peut le voir, sur beaucoup d'affaires.